Bonjour Monsieur Suard. Bonjour Monsieur Wittmann. Nous nous sommes rencontrés déjà une fois lorsque vous étiez conseiller culturel et directeur de l'Institut français d'Allemagne à l'ambassade de France. C'était en 2012 à 2016 et en 2015 nous avons fait une interview à l'ambassade et depuis janvier 2017 vous êtes retourné à Arte et vous êtes maintenant directeur de la gestion et de membre du comité de gérance et vous êtes responsable aussi pour les questions numériques. Alors, Euh, absolument. Sur les questions numériques, moi je m'occupe plutôt des aspects techniques, c'est-à-dire du développement numérique et de tous les outils qu'on met à disposition des équipes pour faire leur contenu. Et les contenus, c'est plutôt mon collègue, le directeur des programmes Bert Munter, qui s'en occupe ici à Strasbourg, à Arte GUIE. Récemment, Arte, la chaîne culturelle franco-allemande, a fêté son 30e anniversaire. Votre chaîne a deux caractéristiques importantes. C'est un projet franco-allemand et elle est aussi appelée chaîne culturelle. Une organisation franco-allemande basée sur un traité interétatique. Quel succès! Mais Arte aujourd'hui est plus qu'un simple projet franco-allemand, n'est-ce pas? Oui, dès l'origine, Arte était un projet européen. La France et l'Allemagne étaient les deux premiers membres, et quand on dit l'Allemagne, c'était plutôt les Länder allemands, évidemment, avec lesquels le traité a été signé, puisque ce sont les Länder qui sont responsables de l'audiovisuel public. Et ensuite, il y a eu plusieurs tentatives pour élargir, au-delà de la télévision française et de la télévision allemande, de trouver de nouveaux membres. Il y a eu de longues discussions avec la Belgique en particulier. Mais c'était compliqué pour différentes raisons, des raisons financières, puis des raisons de droit aussi. À l'époque, Internet n'existait pas. Et il a été choisi une voie un petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire de se dire que les partenariats avec les autres chaînes seraient plutôt des partenariats de coproduction, faire des programmes ensemble. Mais c'était Arte qui diffusait en tant que tel. Et puis, Internet est apparu à la fin des années 90, il y a eu de plus en plus de possibilités. Et dans les années 2010, est apparue l'idée de travailler sur d'autres langues que le français et l'allemand sur Internet avec l'aide de l'Union européenne qui, du coup, participe à la traduction, aux aides à la traduction de programmes dans cette nouvelle langue. Donc, on a une sélection de programmes qui sont aujourd'hui diffusés par Arte Europe en anglais, en espagnol, et puis plus récemment en polonais et en italien, et on s'en félicite, ça fait aujourd'hui près de 70% de l'Europe qui peut potentiellement regarder Arte dans sa propre langue. Arte se définit comme une chaîne culturelle. Quel concept de culture voulez-vous diffuser avec cette chaîne? Alors, ce qu'il y a de beau en Europe, c'est qu'il y a à la fois des valeurs communes, et des valeurs communes qui font que donc, tout ce qui touche à la culture a une importance particulière, et en même temps des approches différentes de la culture. Et Arte, en tant que chaîne européenne, confronte ces approches différentes et s'enrichit de ces approches différentes. Donc c'est une approche finalement assez large, puisqu'on prend à la fois l'approche allemande, l'approche française. Donc la culture, chez nous, ça va des beaux-arts jusqu'aux jeux vidéo, en passant par évidemment les cinémas, le cinéma, les séries, la musique, bien sûr, qui joue un rôle très particulier sur Arte, notamment la musique classique. Mais aussi beaucoup de musique contemporaine, et puis tout ce qui touche à la culture de près ou de loin et aux autres arts. On fait beaucoup de documentaires sur la peinture, les arts contemporains, la littérature. J'essaye de ne rien oublier, mais évidemment, pour prendre un exemple très concret, par exemple, la bande dessinée a été est entrée dans le champ culturel peut-être un peu plus tôt en France qu'en Allemagne, et donc Arte a depuis déjà une vingtaine d'années, fait des documentaires sur la bande dessinée en tant qu'objet culturel. Et on continue sur cette voie-là. Et en Allemagne, maintenant aussi, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et c'est très bien comme ça. Et on y participe en tant que diffuseur. Est-ce qu'on peut parler d'une culture européenne? Alors, on peut parler d'une culture européenne au sens où, en Europe, on attache une importance particulière à la culture. On peut parler d'une culture européenne au sens où il y a beaucoup d'artistes qui vivent en Europe, qui vivent dans des pays d'Europe et qui partagent cette importance-là. Après, chaque artiste a sa vision et chaque culture
apporte sa diversité. Donc, je pense que c'est d'abord cette diversité qui fait l'Europe et qui peut-être différencie l'Europe d'autres grands ensembles, les États-Unis, la Chine, par exemple. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une culture européenne. Et notre mission à Arte, c'est de diffuser cette diversité. Non seulement à cause de la pandémie, mais précisément à cause des possibilités européennes de grande envergure, les possibilités et les chances de la numérisation sont en train d'être mises en avant sur Arte. Comment décrirez-vous la relation entre culture et numérisation dans le cadre d'Arte? La numérisation, c'est une technique. Tout est numérique aujourd'hui, hein, mais c'est aussi quelque chose, et c'est en ça que ça apporte beaucoup, qui permet de diffuser beaucoup plus de contenus différents que sur une télévision classique. Sur une télévision classique, vous avez une journée de programme, vous avez une grille de programmation et vous diffusez quelque chose à 20 h et quelque chose de différent à 21 h. L'avantage de la numérisation, c'est que vous pouvez, sur les sites, sur différentes plateformes, diffuser toute une série de choses différentes au même moment. Et donc, vous avez le choix entre quasiment une infinité de programmes, soit des programmes qui sont dans la médiathèque, soit des programmes qui sont diffusés en direct. Là, par exemple, en ce moment, en ces moments de confinement, en France en particulier, mais aussi de restriction des offres culturelles en Allemagne, on diffuse beaucoup de musique avec des partenaires culturels. On a la série Hope at Home avec Daniel Hope qui nous propose un concert quotidien. On a la série United We Stream avec des clubs à Berlin, mais aussi partout en Allemagne et en France, où on diffuse ce qui se passe aujourd'hui dans les clubs qui sont malheureusement vides compte tenu de la crise sanitaire. On diffuse aussi des programmes d'opéra, par exemple. On en a diffusé un cette semaine à l'Opéra Comique à Paris, qui malheureusement était sans public, compte tenu des circonstances, mais qui permet au public de goûter à un contenu auquel il n'aurait pas accès normalement. Schnitt. Eh bien, la numérisation permet de... Attendez, j'ai seulement enregistré la question. Votre réponse est très bonne. Ok, bon. Ich schneide das. Dans quelle mesure la numérisation des médias et des expressions culturelles est-elle un moyen d'assurer un revenu minimum aux artistes dans le cadre de l'enfermement? Eh bien, la diffusion entraîne le paiement des droits, c'est le système européen. Alors là, pour le coup, on parlait de la culture européenne tout à l'heure, et on parlait des œuvres elles-mêmes, mais il y a aussi quelque chose qui diffère d'autres grands espaces. La notion de droit d'auteur est indissociable de la notion de culture en Europe, et c'est un point commun entre la France et l'Allemagne en particulier, mais aussi un point commun à d'autres pays européens, et je crois que c'est très important, que ce soit sur la diffusion classique ou la diffusion numérique. Maintenant, c'est clair, la situation actuelle a des côtés forcément très dramatiques pour des artistes qui sont privés de concerts, qui sont privés d'expositions, qui sont, bref, les lieux où se vit la culture, parce que nous sommes un média qui retransmettons des lieux-là, mais nous ne faisons qu'une partie du travail, et évidemment, on ne pourrait pas durablement vivre sans ces lieux. Arte sans opéra, Arte sans salle de concert, Arte sans musée à côté, ne serait évidemment pas suffisant, et on en est tout à fait conscient. Il existe des services de streaming musical pour la musique, mais il y a aussi une énorme offre numérique, musées, événements en ligne de toutes sortes, qui se développent très fortement, surtout en ces temps de crise. Selon vous, les écoles de nos deux pays sont-elles suffisamment préparées à la numérisation de l'enseignement du français? Alors, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Un des résultats paradoxaux de cette situation de crise, surtout au moment où les écoles ont fermé, donc au printemps, a été de prendre conscience de l'utilité d'outils numériques pour pouvoir favoriser l'enseignement. C'est évidemment indispensable quand l'école est fermée de pouvoir enseigner à distance, et non seulement d'avoir les outils, évidemment la caméra, d'avoir l'ordinateur, mais aussi d'avoir les outils pédagogiques pour le faire.
Donc, on a développé un outil qui s'appelle Arte Éducation, et donc Educarte, qui permet de donner accès à un certain nombre de programmes de la chaîne et surtout de donner la possibilité aux enseignants d'utiliser ces programmes pour pouvoir illustrer un cours avec des images concrètes et enrichir un cours. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, je crois, parce que c'est une prise de conscience collective que le numérique dans l'espace pédagogique est une aide, est un soutien et n'est pas un danger en tant que tel. Est-ce que vous avez pu constater un nombre croissant d'abonnants pour EducArt pendant la crise? Alors, nous avons eu un land qui nous a rejoint sur Educarte, c'est le land de Sachsen-Anhalt, qui donc a effectivement pris des abonnements pour ces établissements. C'est effectivement très important et c'était lié aussi à tous les dispositifs qui ont été mis en place spécifiquement en Allemagne dans pendant cette crise. En France, on est aussi en abonnement avec la région Grand Est, par exemple, également la Nouvelle-Aquitaine. C'est quelque chose qui se développe. Et effectivement, en France aussi, le confinement des écoles a fait que de plus en plus, que ce soit les élèves, les professeurs, les parents d'élèves aussi, finalement, se sont comment dirais-je, accommodés et ont pris l'habitude d'utiliser de plus en plus ces outils numériques. Ça ne remplace pas le vrai enseignement, l'enseignement présentiel, évidemment, mais au retour, là on est encore au cœur de la crise, mais au retour dans une période normale, quand les enfants et les étudiants seront de nouveau physiquement dans les lieux d'enseignement, dans les écoles et universités, je crois qu'il y aura un pas qui aura été franchi et tout le monde aura pris conscience que les outils numériques peuvent être d'un grand soutien. Arte propose une offre impressionnante de production numérique, par exemple la série 18h30, une web-série entre comédie romantique et drame avec Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme, ou je pense avec Tronome, qui invite le joueur à résoudre des puzzles en 3D sur fond de musique électro, ou encore en 2018, Claude Monet, L'obsession de Nymphia, un film 360 degrés, une expérience virtual reality de Nicolas Thépaut. Des expérimentations ou des productions feront-elles de plus en plus partie des programmes d'Arte? L'expérimentation, ça a toujours fait partie en quelque sorte de l'ADN d'Arte, parce que c'est vrai qu'on a cette liberté qui permet de tenter plusieurs choses, de tenter des programmes courts, de tenter des formes nouvelles, et c'est d'autant plus simple sur ce qu'on appelle nous le non-linéaire, c'est-à-dire ce qui n'est pas diffusé à l'antenne, puisque on peut voir ce qui marche, ce qui rencontre un public, et puis si jamais un programme ne rencontre pas, c'est peut-être plus simple comme ça de faire beaucoup de tentatives, et ce dans tous les domaines. Et que ce soit la fiction, vous en avez parlé avec 18h30, ou que ce soit effectivement la musique ou le cinéma. On a ainsi toute une série de programmes sur le cinéma, notamment des programmes courts qui permettent d'accompagner l'histoire du cinéma d'une manière assez ludique. Ou là, comme en ce moment, on a évidemment en fait le millième court-métrage, court-circuit, notre magazine de court-métrage, et c'est l'occasion de diffuser sur notre offre arte.tv de nombreux courts-métrages qui ont marqué l'histoire du court-métrage en général et qui ont été diffusés sur Arte. Nous avons déjà évoqué la vocation européenne d'Arte et Arte continuera donc à se développer. Je pense aussi au discours d'Emmanuel Macron à l'ouverture de la foire du livre à Francfort, dans lequel il a expliqué que la culture est la clé du renouveau qu'il souhaite, le renouveau de l'idée européenne. Continueront-ils à reprendre Arte continuera-t-il à reprendre cette idée dans le cadre de ses programmes à l'avenir? Pourriez-vous donner un exemple de cela, peut-être de futures productions? Alors, ce que je voudrais donner comme exemple, c'est ce qu'on a en ce moment. On a un festival de cinéma qui est un festival de cinéma européen. Et c'est ce qui nous importe finalement à Arte, c'est de ne pas se limiter à l'offre cinématographique,
allemande ou française. Ce sont deux cinémas très riches en Allemagne et en France, bien sûr. Mais il est important aussi d'être plus large et de mettre en avant des metteurs en scène qui viennent de Pologne, qui viennent de Roumanie, qui viennent de Belgique, d'Espagne, d'Italie. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans ce festival de cinéma. Donc ça, c'est un exemple concret. Derrière cet exemple, ce qu'on veut illustrer, c'est le fait que Arte s'appuie sur des auteurs, des réalisateurs, des réalisatrices qui sont voilà, de toute l'Europe et qui vraiment développent cette vision d'une culture européenne. Euh, Notre développement dans les années à venir, comme je le disais au début de cet entretien, c'est aussi en langue de se développer au-delà du français et de l'allemand. Donc c'est pour ça qu'on travaille dans 4 langues supplémentaires avec le soutien de l'Union européenne dans tous les genres et en particulier évidemment dans les reportages. Mais c'est un aspect extrêmement structurant de nos projets d'avenir. Merci, monsieur. Je vous remercie de vos réponses et je vous souhaite beaucoup de succès avec Arte. Merci beaucoup.